YouTube, on se retrouve aujourd'hui en live sur Twitch pour faire les sorties littéraires d'avril. Cette fois-ci, j'ai noté 33 sorties. Ça tient quasiment sur une page. 33 sorties pour avril. J'avoue, j'ai pas tout mis. Donc, après, en même temps, je peux pas tout mettre. À chaque fois, je vous dis, ah, j'ai pas tout mis. Mais de toute façon, que j'en mette 50, que j'en mette 30, de toute façon, j'ai envie de te dire, t'auras jamais toutes les sorties de partout. C'est sûr. C'est sûr parce que il y en a 600, 700, 800 par mois. Enfin, dans les petits mois, il y en a 300, tu vois. Enfin, évidemment que c'est pas possible. Évidemment que c'est pas possible. Hop! Du coup, j'avais tout préparé, mais tout a bugué. Donc, c'est pas grave, on va le faire tranquillement, comme des fois, voilà, à la bonne franquette. À la bonne franquette. J'adore cette expression, à la bonne franquette, je trouve ça drôle. Mais voilà. 500 livres mini par mois, sinon on reste là 24 heures juste pour ça. Non mais c'est ça, enfin à un moment donné, il faut choisir. Faut choisir, vous savez à peu près ce que je lis, donc vous savez à peu près ce que je vais avoir envie de vous montrer. Voilà, soit vous vous y retrouvez, soit vous vous y retrouvez pas. Si vous avez d'autres livres à mettre et qui pour vous sont des incontournables, que vous allez forcément les acheter et tout, mettez-les en commentaire, sur Twitch, mettez-les sur le chat si je les ai pas nommés tout à l'heure. Ils sont dans l'ordre chronologique normalement si je me suis pas trompée, mais j'ai pas mis les dates. Je mets plus les dates, c'est très très long de préparer la vidéo des sorties littéraires. Je pense que je vous l'ai déjà dit, c'est la vidéo la plus longue que j'ai à préparer à chaque fois. Donc je mets plus les dates. Voilà, j'ai choisi de plus mettre les dates. Vous savez que c'est de façon chronologique, c'est déjà bien. Le premier que j'ai noté, c'est The Rule Book de Sarah Adams. Pour le coup, c'est l'autrice de The Cheat Sheet, qui avait fait beaucoup parler de lui, je dirais, l'an dernier. Dans The Rule Book, moi j'avais acheté The Cheat Sheet et je l'ai toujours pas lu. Mais du coup, dans The Rule Book, on vous dit la carrière entière de Nora McKenzie repose entre les mains du célèbre tight end de la NFL, Derek Pender, qui s'avère également être son ex-petite amie très sexy de l'université, évidemment. Nora n'a pas mis un terme à sa relation aussi gracieusement qu'elle aurait pu le faire à l'époque, et maintenant cela revient la hanter. Évidemment. En vrai, tu vois, le début du résumé m'inspire moyen, parce que, en gros, comme sa carrière entière, avant ça lui posait pas de problème. Je trouve que le résumé, il dit un petit peu ça, c'est-à-dire que elle a largué Derek, et avant ça lui posait pas tant de problèmes que ça, jusqu'à ce que sa carrière repose entre ses mains. Tu vois, je trouve ça un petit peu... voilà. Derek est son premier client en tant qu'agent sportif officiel à plein temps, et il lui en veut. Derek s'est mis en tête de prendre une petite revanche amicale. Si Nora McKenzie, la première fille à lui avoir brisé le cœur, veut être son agent, il la laissera être son agent. Le plan est de rendre la vie de Nora absolument misérable, mais si Derek sait quelque chose de la femme qu'il a aimée un jour, elle n'abandonnera pas facilement. Ça a l'air chouette, et en même temps, tu vois, j'aime déjà pas trop le personnage principal. Mais je veux savoir pourquoi elle l'a largué comme ça. Il y a sûrement des circonstances atténuantes, je l'espère. Je l'espère. Moi, il m'attire bien. Il m'attire bien, je vois que dans le chat, vous n'êtes pas contre non plus. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié de vous virer. Pardon. Hop. Voilà, ça rend mieux comme ça. Désolée, vous êtes devenu invisible. Mais pour le coup, il m'attire bien. Ça reste une romance contemporaine qui fait printemps. Un peu là comme ça. Tu sais, moi, vraiment, ces romances contemporaines comme ça, j'aime bien les lire au printemps. Voilà, Manon veut plus de nous. Non. J'aime bien les lire au printemps, donc pourquoi pas. Pourquoi pas. Hop. Suivant. J'ai l'honneur, le plaisir, que dis-je, de vous annoncer la sortie du tome 4 de Demigods Academy, que vous étiez plusieurs à demander pendant un petit temps. Je vous ai sorti de mon côté le tome 3 que je n'ai toujours pas lu, parce que je crois qu'en fait ils sortent 3 tomes par an, à peu près. C'est ce qui s'est passé l'an dernier en tout cas, et moi j'ai pas encore lu le tome 3. Mais ce tome 3 a une histoire. C'est-à-dire que je pense que parmi les partenaires, de ce que j'ai vu au niveau des avis, j'étais la personne qui aimait l'une des personnes qui aimait le plus cette saga. Vraiment, j'étais méga à fond. J'attendais ce tome 3 comme le messie à ce moment-là. Et malheureusement, les aléas de la poste faisant, ou les aléas des stocks, ou j'en sais rien, je l'ai reçu vraiment très après tout le monde. Tout le monde l'avait déjà lu, chroniqué, et moi je savais même pas si j'allais le recevoir, tu vois. C'était pas une question de recevoir le SP, vous savez très bien que moi quand je reçois pas, j'en ai rien à faire, je l'achète. Mais je savais qu'il était à arriver, et du coup j'ai été bloquée dans mon enthousiasme. Et du coup je ne l'ai jamais lu, parce que tout le monde m'a dit par contre fais gaffe,
Le tome 4 est pas encore annoncé. En fait, tout le monde a eu le temps de le lire, de se faire son avis et de me dire attention, fais gaffe, il n'y a pas encore le tome 4. Du coup, ben Manon c'est bloqué. Je parle de moi à la troisième personne, mais je me suis bloquée. Et du coup, je n'ai lu que les 2 premiers tomes de la saga que j'aime pourtant d'amour. J'aime beaucoup cette saga sur une académie avec des dieux. On reprend tout de la mythologie grecque, etc. Et en fait, je me suis bloquée, je l'ai pas lu. Maintenant que le tome 4 est annoncé pour début avril, je vais enfin pouvoir reprendre cette saga et je suis contente. Je suis contente. En plus, c'est un livre qui se lit mais très très vite. En 2 jours, tu l'as fini. Et encore, franchement, si t'as vraiment envie de te poser un après-midi et de ne faire que lire, tu le dévores en un après-midi. Donc je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai pas lu tout de suite. En mode, de toute façon, je vais le dévorer. Donc autant que j'attende la parution du tome 4. Je pense que j'ai bien fait. Comme ça, je pourrais reprendre cette histoire. C'est en 12 tomes. Donc on a le temps. Voilà, on a le temps, mais il y a quand même le 4e qui est là, et je vais pas vous mentir, comme d'habitude, j'imagine que pour avoir les tomes suivants, il faut quand même que ça se vende un minimum, ça reste chez Hachette, ça reste dans un gros groupe. Voilà, moi du coup, je suis très contente de pouvoir finalement enfin lire le tome 3, car le tome 4 arrive. Voilà, donc ça c'était vraiment mon gros plaisir de ces sorties littéraires d'avril. On commence très très bien, je trouve, ce mois. Très très bien. Du coup, suivant. Théodoria, fille de Spria, de Nathalie Sommers, chez Didier Jeunesse. Je l'avais pas du tout vu passer celui-ci, mais je sais pas où j'habite en ce moment. Vraiment, après, j'étais pas là pendant un moment, donc ça peut peut-être expliquer les choses. Mais du coup, ici, on vous dit « Une nuit de tempête, 2 hommes, 2 nouveau-nés, un échange infâme. Théodoria étouffe, elle ne connaît que le bagne du royaume de Spria, où son père règne en despote absolu. » Aussi, à presque 17 ans, elle rêve de découvrir le monde qui s'étend au-delà de la mer des sables ondulants. Sa vie bascule lorsqu'au décès de son père, elle découvre un terrible secret. Le prince Orient est un imposteur et elle seule est la véritable héritière du trône de Spria. Bien décidée à devenir enfin maîtresse de son avenir, Théodoria va affronter son destin et plonger dans le pire des cauchemars. Ta 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 ta. Voilà. Ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa. Moi, je lis plus trop de jeunesse comme ça, mais ça a l'air sympa. Je suivrai les avis, je pense. Perso, comme j'ai du mal à pas finir une série que j'ai commencé, j'ai du mal à m'engager dans une saga dès le tome 1 parce que j'ai peur que l'auteur s'emballe et qu'il y ait 8-10 tomes. Je comprends. Je comprends aussi. Hein. Puis des fois, tu sais, la saga, elle est annoncée en 3 tomes. Inheritance Games. Tu vois. Inheritance Games. T'avais une saga en 3 tomes, puis en 4. Puis en fait, on va faire encore autre chose. Puis, c'est bon. Il y a un moment donné, arrêtez les choses. Tu vois. Moi, je me suis arrêtée au 3 et je trouvais déjà que le 3e, c'était too much. Bon, en tout cas, celui-ci, t'as vraiment l'impression que c'est une nana... Alors, moi, je trouve ça drôle au niveau du résumé parce que, tu vois, on te dit que finalement, tu as été échangée à la naissance et que tu es princesse et elle est en mode « Ok, je vais reprendre le trône, tu vois. » Elle a pas une once, dans le résumé, elle a pas une once d'hésitation. Je trouve ça très marrant. Hunger Games aussi, bien sûr. Hunger Games aussi. Ça marche là-dedans, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Suivant. J'ai noté A Night of the Witch. C'est chez Nathan. C'est de Sarah Rash et Beth Revis. C'est, je crois que c'est de la Roman-Tessie, il me semble. Avec du slow burn, il me semble aussi. J'avais regardé un petit peu. On vous dit, dans l'Allemagne du XVIe siècle, une sorcière et un chasseur de sorcières vont découvrir que l'amour est la plus puissante des magies. Bon, la dernière histoire que j'ai lue avec un chasseur de sorcières, c'était pas si fou. Donc, je veux bien retenter l'expérience, mais après, ça sera fini. Hein. Si c'est nul, c'est nul. Hein. On vous dit, Fritzi, dernière survivante d'un clan de sorcières décimées, n'a qu'un objectif, sauver sa cousine Liesel du bûcher. Otto, capitaine des redoutables Hexenjäger, je pense, traque sans relâche les pratiquantes de magie. Leur rencontre va bouleverser leur destin et remettre en question tout ce en quoi ils croyaient. Entre vengeance et passion, magie naturelle et devoir, découvrez une romance envoûtante dans le contexte historique fascinant de la chasse aux sorcières. Ça a l'air chouette. Ça a l'air chouette. Bon, à voir. Et attends, je peux te dire combien il y a de tomes en anglais? Il y en a 2 pour l'instant. Il y en a 2. Et le tome 2 est sorti... Ah, le tome 2 est sorti en octobre 2024. Donc ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas 3. Voilà. Je ne sais pas encore. Je sais pas encore. Après, j'avoue, la couverture verte, je déteste, mais je déteste le vert. Donc ça n'est pas du tout représentatif des choses. À voir. À voir, je sais pas. De la Roman-Tessie chez Nathan, je pense qu'ils, ça y est, ils se mettent un petit peu au goût de la Roman-Tessie. On va en voir partout, hein, clairement. Clairement. Allez, suivant.
Je vous ai noté le manoir de Castle Cats, le tome 3, donc le temps des brumes d'Alain Tépu Ségur, donc c'est le tome 3 de... J'arrive. Hop, il est où? Il est là. Moi j'ai le tome 1. J'ai le tome 1 qui se passe en automne, le tome 2 se passe en hiver, le tome 3 du coup, ça va être le côté printanier. Dans le tome 1, on vous disait une nouvelle année de cours débute au manoir de Castle Cats. C'est là où on étudie les arts occultes de la magie. Kovan rêve depuis toujours d'y entrer et de devenir aspirant, mais pour lui, qui maîtrise si mal l'indispensable magoculture, triompher des épreuves d'admission n'est pas une tâche facile. Il y a pourtant pire, une menace plane sur Castle Cats cet automne. Des incidents magiques se multiplient, certains félins rapportent même avoir aperçu une horrible créature. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est des chats. C'est un genre de chat à Poudlard, en fait. Voilà. Moi, ça me dit bien, mais je vais attendre du coup l'automne, parce que j'ai loupé le coche cette année. Donc je vais attendre l'automne pour lire le tome 1, avec un peu de bol. Alain Puisségur sera aussi aux Aliénales comme cette année, et je pourrais lui acheter le tome 2 d'hiver au moment des Aliénales si j'aime bien. Et en tout cas, sachez que le tome 3 sort dans quelques semaines, à peu près, dans quelques jours en tout cas. Ces couvertures sont superbes avec les vitraux saisonniers, je trouve aussi. J'aimais bien la couverture du tome 2 aussi. Des chats qui rejoignent une école, ça c'est original. Je trouve aussi, hein, franchement, pour moi ça fait vraiment Harry Potter avec des chats dans le résumé. Donc à voir, voilà. Ensuite. Alors, je l'attends parce que Anne Liang, c'est celle qui a écrit This Time It's Real. Voilà. This Time It's Real, vous savez, la romance que je vous avais dit, waouh, en drama, j'ai l'impression de dire un drama, c'était incroyable et tout, ben, elle nous sort If You Could See the Sun chez Pocket Jeunesse cette année. Et on vous dit, et vous, que feriez-vous si vous aviez le don d'invisibilité? Il y aura Taillot dedans, je crois qu'il m'avait fait une dédicace, il a dédicacé le livre à mes chats, pour Manon, Luna et Taillot. Je vous jure que c'est vrai. Vous l'avez dédicacé au chat. Bon bref, pour ce livre If You Could See the Sun, on vous dit et vous que feriez-vous si vous aviez le don d'invisibilité? Élève boursière dans une prestigieuse école, Alice, 17 ans, se sent exclue parmi des camarades trop riches, trop beaux, trop parfaits. Jusqu'au jour où elle se découvre un don surprenant, Alice est capable de devenir invisible. Avec l'aide de son rival académique Henry, elle décide de monétiser cette fabuleuse capacité pour finir de payer ses frais de scolarité, que sa bourse ne couvre qu'à moitié. Ensemble, ils créent l'application Beijing Ghost et proposent des services de plus en plus douteux moralement, et d'autant plus risqués qu'Alice n'a en fait aucun contrôle sur son étrange pouvoir. Alors qu'elle songe à arrêter, les tarifs de l'école augmentent et malgré les réticences d'Henry dont elle est devenue plus proche, Alice doit se résoudre à faire un dernier coup, franchement illégal et plus dangereux que tout ce qu'elle a pu faire auparavant. Franchement, on sait tous que je vais l'acheter, d'accord? Déjà, tu me dis invisibilité et en plus tu me dis que c'est Anne Liang qui l'a écrit alors que j'ai adoré le roman sorti l'an dernier, et bah bien sûr. Moi je vais y aller, je vais le lire assez vite parce que je me souviens que This Time It's Real, je l'avais dévoré en 3 jours. Comme ça au moins je pourrais vous en reparler, je veux bien faire votre crash test. Avec plaisir. Valou aussi, franchement, This Time It's Real, je l'ai acheté, je l'ai lu en 2 jours. T'es mauvaise langue je trouve là, hein. Mauvaise langue. Ensuite, Simon Says. Moi je dis Simon parce que vu qu'il y a Says derrière, c'est de Lilou Winby dans la nouvelle collection Solaire de chez Erol. Et il est ici. Attendez, j'essaye de pas faire tomber. Ouh, la pile à côté. C'est bon. Hop. C'est celui-ci, je l'ai reçu dans une petite box que vous verrez. Je l'ouvre dans l'unboxing du mois de mars du coup. Il y a une petite playlist, il y a plein de choses. Le jaspage est très joli. Voilà, c'est très coloré, ça fait très printanier je trouve. Ça fait très printanier. On vous dit, ceci n'est pas une histoire d'amour, plutôt celle d'un monde qui s'effondre. Simon, on va dire Simon, vient de déménager avec ses parents dans la banlieue de Chicago. Nouvelle maison, nouveau lycée, nouvelle vie. Dans sa tête, il a déjà entièrement prévu l'année qui s'annonce. Il va tout reprendre de zéro, s'appuyer sur son nouveau groupe d'amis, des alliés tels qu'il n'en a jamais connus jusqu'ici, et mener paisiblement sa vie sans heurts ni drame. Mais le destin se moque des plans de l'adolescent et met sur sa route un élément inattendu, miracle et catastrophe, Muggy. Muggy est son ami, c'est sûr, mais il est peut-être beaucoup plus que ça, et Simon ne sait pas s'il est prêt, s'il a le droit d'envisager ça.
Un bouleversant coming of age, une histoire parcourue d'autant d'espoir que de fissures, aussi honnête sur les épreuves qui jalonnent certaines adolescences que remplie de tendresse pour ses personnages. Voilà. Ça a l'air très doux, ça a l'air de ressembler un petit peu à ce que Alice Oseman fait. Donc on verra bien. D'ailleurs, je crois qu'ils le décrivent à un moment donné. Oui, tu as Books with Windy qui dit... Non, c'est pas Books with Windy. C'est les pages qu'on tourne qui dit... Il faut absolument lire si on aime les histoires douces à la Alice Oseman. Vous voyez, je sors pas ça de nulle part. Hein. Donc, ça a l'air très chouette. Ça a l'air très chouette. En plus, il y a une nouvelle collection de chez Erol. J'avais très envie de le découvrir. Je vous en reparlerai. Mais ouais, le jaspage est très beau. Hein. Le jaspage est très beau. Ensuite, sortie suivante. Oh, j'adore cette couverture. Il y a un côté Ghibli certain. Franchement, à la recherche de l'esprit renard. De Alban, c'est chez Gulfstream. Franchement, ce livre me fait très très envie. Alors, j'ai pas le résumé là en tête, mais il y a un côté de Ghibli, je pense, en vrai. On vous dit... Ah bah voilà, une trilogie à l'univers inspirée par le Japon et les œuvres Ghibli. Bon bah, vous voyez. Un héros fragile, mais déterminé, tiraillé entre la fidélité au sien et une vérité qu'il lui cache. Un monde fantastique peuplé d'esprits bienveillants et d'entités maléfiques. Esprit pacifique de la nature, les Yumi, je pense, ont laissé place à des créatures aux masques pâles qui recherchent des proies à posséder. Les seuls capables de les affronter sont les guerriers albans, aux yeux gris, capables de voir et dotés d'un pouvoir extraordinaire. D'ailleurs, je vous ai pas dit de qui c'était, c'est de Alix Nodo Guilherme. J'ai dit de Alban, mais Alban c'est le tome 1, je suis désolée, je me suis trompée. Voilà. C'est le seul truc que j'arrive à lire. Du coup, hop. Donc les seuls capables de les affronter sont les guerriers albans, aux yeux gris, capables de voir et dotés d'un pouvoir extraordinaire, le double. Depuis quelque temps, l'esprit renard, le dernier des Yumi, visite les rêves de Merle. Est-ce parce que le jeune garçon est le seul à avoir des yeux de couleurs différentes? Cette particularité l'empêche en tout cas de déclencher la vue et ainsi d'accomplir son rêve. Intégrer la prestigieuse caste des protecteurs, les Albans. C'est alors que son village est attaqué par la mystérieuse secte des Rogues. L'adolescent y rencontre pour la première fois son père, qui a rejoint ce groupe il y a longtemps. Or, celui-ci est porteur d'un message inattendu, il prétend que Merle, contrairement à ce qu'ont toujours affirmé les Albans, peut lui aussi déclencher la vue, malgré ses yeux verrons. Dès lors, le garçon va devoir choisir, accorder sa confiance à ce père qu'il a abandonné et a trahi les siens, ou rester fidèle à ceux qui prétendent être des protecteurs. Seul l'esprit renard a la réponse. Ça a l'air génial. Vraiment, ça fait vraiment quête, avec question de la famille, etc. Ça a l'air très très bien. Ça fait très Ghibli, de toute façon. Ça fait vraiment Ghibli, je trouve. Moi, ça me plaît beaucoup. Je sais pas si je vais y aller, mais je le garde en tête, ça c'est sûr. Ensuite... Ah oui, c'est vrai, je vous ai mis celui-là. Ça te fait mal de HD Carlton, c'est chez Roncière. Je n'irai pas pour celui-ci, j'avoue, je n'irai pas. On vous dit, dès l'instant où j'ai quitté cette maison, la peur au ventre avec rien d'autre que les vêtements que j'avais sur le dos, j'ai oublié quelle était ma véritable identité. Depuis... je dérobe celle des hommes, que je séduis pour me dissimuler. Ça a toujours été si facile. Mais tout a basculé lorsqu'une de mes victimes, Enzo Vital, a cherché à se venger. Cet homme énigmatique qui n'aimera jamais que les profondeurs de la mer, et surtout les prédateurs qui y vivent, s'avère ne pas être si différent des monstres qui l'observent. Il m'a attiré sur son bateau, si j'avais su quel était son dessein, et qu'une énorme tempête nous laisserait naufrager, je me serais enfui. Me voilà contrainte de trouver refuge dans un phare décrépit, avec un homme qui me déteste presque autant qu'il me désire, mais sur cette île abandonnée, le vieux gardien qui y réside a peut-être des intentions bien plus sinistres. La question n'est plus de savoir qui je suis, mais plutôt si je vais survivre. Je trouvais ce résumé très inquiétant. Je sais pas, il y a un truc. Ça fait peur, un peu, tu vois, genre... Tu sais pas ce que tu vas avoir. C'est probablement de la dark romance, je pense, parce qu'avec ce résumé et ce titre, même en anglais c'était ça aussi, hein, Does It Hurt, je crois. Donc Does It Hurt, voilà, c'est exactement la même chose. Mais avec ce résumé, je me suis dit qu'on allait avoir quelque chose de très particulier. Je n'irai pas, mais pour ceux qui ont envie de lire quelque chose qui change un petit peu, malgré de la dark romance, voilà. Ouais, c'est ça. Et puis franchement, je trouve que même le gars qui veut se venger fait moins peur que le gardien du phare sur son île perdue, là. Tu vois, le gardien du phare, il me fait un peu peur. Allez, suivant. J'ai mis Recherche Lily désespérément de Karen Ponte. C'est son petit nouveau chez Fleuve.
Ici, ça a l'air tout doux, d'ailleurs. Ouais, moi aussi, ça m'intrigue. Je te jure, très bizarrement, il m'intrigue, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Je vous jure, bizarrement, tu vois, tu le lis et tu te dis « Ah, ça a l'air trop bizarre !» Et en même temps, bah du coup, t'as envie de savoir. C'est bizarre, hein? On est bizarre. On vous dit... Tout le monde vante les mérites de la retraite spirituelle, enfin toutes les influenceuses que suit Lily, 40 ans, directrice marketing dans une agence d'événementiel sur les réseaux sociaux. Après les cures de jus, c'est LE truc tendance. Au retour d'une énième journée de travail éprouvante où on lui a collé dans les pattes une adjointe incompétente à peine sortie de l'adolescence, Lily pose 2 mois de vacances, puis elle tape location maison calme nature dans un moteur de recherche. En quelques clics, c'est l'évidence, Val-Flore-les-Bains, ancienne maison de berger en pierre entièrement rénovée, vue exceptionnelle, dans une vallée sauvage et préservée. L'endroit idéal pour une retraite spirituelle. Lily réserve sans hésiter, à elle les longues heures de lecture, les séances de yoga et le temps enfin de s'occuper d'elle. Mais quand la photo est trop belle, méfiance. Je trouve ça drôle, ça va être avec l'humour de Karen Ponte, c'est son petit nouveau, je trouvais ça intéressant de vous le noter ici. Je trouvais ça cool en fait. Je trouvais ça cool. Le prochain, je crois que c'est celui, je vous en ai déjà parlé le mois dernier, mais comme je fais des fois, je me suis un peu trompée. Ouais, c'est ça. La Guilde des émotions, le tome 1, il me semble que je vous l'ai déjà présenté pour une sortie de mars, mais en fait, c'était une sortie e-book. Et là, du coup, comme souvent chez Bookmark, bah, c'est leur sortie papier. C'est leur sortie papier en ce début avril, me semble-t-il. Donc, je vous en reparle. Je trouve la couverture très très belle. Et on vous dit qu'on est dans une académie pleine de magie et de mystère. On va suivre Emmaline qui a 18 ans et qui va quitter le cocon familial pour rejoindre Oxford où elle s'apprête non seulement à faire sa rentrée universitaire mais aussi à intégrer le conservatoire Lysander Esinten, une académie mystérieuse où elle devra apprendre à maîtriser son don rare et puissant. Son objectif, intégrer l'une des 5 guildes d'émotionneurs et contribuer à maintenir l'équilibre essentiel entre bonheur et malheur, car l'un ne peut exister sans l'autre. Alors qu'on l'a destinée à une vie discrète, Emmaline rêve de rejoindre une guilde bien plus risquée et d'explorer pleinement ses talents. Pour ça, elle peut compter sur Milo, membre charismatique de la guilde des défenseurs et meilleur ami de son frère, pour la soutenir. Mais la veille de son départ pour Oxford, Emmaline est attaquée, et ce n'est que le début d'une série d'agressions inquiétante. J'ai pas besoin d'en lire plus, je pense, parce qu'apparemment il y a des voleurs d'émotions, etc. Bref, il y a un côté académie, il y a de la magie. Moi, forcément, ça m'attire. Je sais plus si je l'ai demandé à Bookmark, j'ai oublié. Au pire, voilà, c'est pas grave. Et si je l'ai, bah, je pourrais vous en reparler, on verra. On verra, mais il faut absolument que je finisse celui que j'ai commencé d'ailleurs. L'académie des premiers-nés, parce que sinon je vais confondre toutes les académies. Ensuite... Ami, le prochain ami, c'est Rencontre au parc Inodé de Michiko Aoyama. Michiko Aoyama qui a déjà été publié par eux, me semble-t-il. Hein. Je dis peut-être des bêtises, mais je crois pas. Je sais plus ce que c'était l'autre. Attendez. Celui-là est déjà préco, bah, ça m'étonne pas. Michiko Aoyama avait écrit... Hop. Elle avait écrit... Oui, tout ce qui était la bibliothèque des rêves secrets, un lundi parfum matcha, etc. Bref. Pas mal de livres à son actif déjà. On vous dit au pied du complexe résidentiel d'Advante Hills se cache le parc Hinode, une aire de jeu pour enfants. Selon une légende du quartier, le vieil hippopotame en béton à côté du toboggan a des pouvoirs thérapeutiques. Il suffirait de le toucher pour guérir des maux les plus douloureux. Kanato, un lycéen qui vient d'emménager, Saa qui a perdu toute confiance en elle depuis qu'elle est devenue mère, et d'autres voisins vont chercher du réconfort auprès de cette étrange statue. Et si mettre des mots sur les peines qui les hantent leur permettait d'enfin rêver à de nouveaux départs. Ça fait très psychologique. Je pense que je le lirai pas celui-ci. Mais voilà, j'avais envie de vous le montrer quand même parce que Nami c'est plutôt chouette. Hop. Celui-ci est une pépite en plus. Ah bah tu vois. Voilà. Ensuite j'ai noté quoi? On est à la 13e sortie, j'en ai 33. Alors on y va. La sorcière de Thornfield de Sharon Lynn Fisher, c'est chez Sabran. On vous dit, ça a l'air d'être un truc assez... Enfin, d'être un roman assez côté sorcière et côté peut-être féministe. Peut-être? Je sais pas. On vous dit sorcière discrète. Jane Eyre. Mais A-I-R-E. Mène une vie paisible dans l'école pour jeune fille de Lowood où elle enseigne la botanique et un soupçon de magie à ses élèves. Mais son quotidien va être mis sans dessus dessous le jour où une mission inattendue lui est confiée.
En effet, elle est le dernier recours d'Edward Rochester qui vit reclus dans son manoir de Thornfield Hall en proie à une menace surnaturelle. Alors qu'elle mène l'enquête, Jane se fera des alliés singuliers et devra apprendre à mieux connaître son employeur entre 2 tasses de thé. Mais ses sortilèges et ses charmes de protection les plus ingénieux ne suffiront pas à résoudre la plus grande énigme de Thornfield, car si elle espère vaincre les sombres forces à l'œuvre, c'est de Monsieur Rochester lui-même qu'il lui faudra percer le mystère. Alors vous voyez, moi, à chaque fois qu'il y a des sorcières, je me dis on va parler sororité, etc. Mais pas du tout. Je ne pouvais pas être plus loin de la vérité. Pas du tout. C'est tout, hein. Toi, tu veux? Moi, je sais pas trop. Là, tu vois, il m'attire pas tant que ça. Mais si tu le veux, moi, ça me va. Comme ça, tu pourras nous donner ton avis, Léa. 14e sortie que j'ai notée. Je te chercherai à jamais de Cameron Capello. C'est chez Roncière. À nouveau, on vous dit l'amour peut-il chasser les fantômes du passé. Étudiante à Oxford, Magdalene est forcée de retourner dans sa ville natale de Chivasso et d'affronter ses vieux démons lorsqu'elle reçoit une invitation au mariage de sa sœur. 7 ans après son départ pour l'université, Théo rentre lui aussi à Chivasso et découvre que Magdalene, la petite sœur de son meilleur ami, est devenue une femme. Il sait qu'il devrait garder ses distances, mais il ne peut ignorer le désir brûlant qui l'étreint chaque fois qu'il la voit. Bon, moi ça me dit pas du tout. Il y a des secrets entre les deux familles et tout. Il me dit pas du tout, mais ça reste une romance, pourquoi pas. Suivante, moi celui-ci m'attire pas trop, j'avoue. J'avoue. Le magasin qui n'ouvre que les jours de pluie de Yu Yang Guan, je pense qu'on dirait comment? Yu Yang Guan. Ouais, je pense qu'on dirait ça comme ça. Chez Collection R, celui-ci, je crois que je vais le recevoir, il me semble. On vous dit, il paraît que le magasin La Mousson, situé dans la ville d'Arc-en-Ciel, n'ouvre que les jours de pluie. Que pour s'y faire inviter, il faut raconter ses malheurs sur papier et les envoyer par courrier aux gobelins qui gèrent les lieux. Que si ces derniers vous choisissent, en échange de votre visite, ils vous offriront un grand bonheur. Cyril n'aurait jamais cru recevoir son invitation pour le magasin des Gobelins, accompagné d'un mystérieux carton d'or. Une fois sur place, escortée par un drôle de chat au pouvoir imprévisible, elle va partir à la recherche de son bonheur, et elle devra faire vite. Si elle ne le déniche pas avant la fin de la saison des pluies, elle pourrait être piégée par les Gobelins pour toujours. C'est le genre de roman qui me fait un peu penser à Ghibli, et que j'avais très envie de lire. Franchement, j'ai très envie de le découvrir. Je sais pas vous, mais moi oui. Il me dit carrément. Il me donne très envie. Ah ouais, moi aussi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Alors, hop. Ensuite, Sky Shade, le tome 3, la saga Lightlark que j'avais beaucoup aimé, mais j'ai lu que le tome 1, j'ai toujours pas lu le tome 2 non plus. Moi j'ai le tome 1, je vous montre les couvertures brochées parce que je préfère vraiment beaucoup les couvertures brochées. J'avais le 1 en relié tellement j'avais adoré ce tome 1, mais je pense que je vais le virer, j'aime vraiment les couvertures brochées comme ça. Dans cette histoire, dans Lightlark, on vous dit que tous les 100 ans, l'île maudite de Lightlark réapparaît pour accueillir le Centenal, une compétition meurtrière à laquelle les souverains des 6 royaumes voisins sont invités à participer. Invités ou plutôt contraints, car c'est là leur seule et unique chance de briser la malédiction qui s'est abattue sur leurs peuples respectifs depuis près de 5 siècles, corrompant irrémédiablement leur pouvoir. Chacun des 6 adversaires a quelque chose à cacher, d'autant que pour dissiper le sortilège, tous le savent, l'un d'entre eux doit forcément mourir. Et nous on suit Isla qui règne sur les sauvages, un peuple de tentateurs, condamnés à tuer celui ou celle dont ils tombent amoureux. C'est ça leur malédiction. Craints et méprisés, tous comptent sur leur souveraine pour mettre fin à leur calvaire en remportant le Centenal. Mais la jeune reine dissimule un terrible secret. Pour survivre, il va lui falloir tricher, tromper et trahir, y compris quand l'amour finit par entrer dans la danse. Franchement, j'avais adoré Lightlark. Vraiment excellent pour ce liste. J'avais adoré. Pour le coup, je ne sais pas pourquoi je n'ai toujours pas lu le tome 1 parce que j'avais vraiment adoré Lightlark. Oh, j'ai encore un marque-page dedans, tiens. Et clairement, je suis très contente de voir que le tome 3 sort. Je sais pas si c'est une trilogie ou pas, mais si c'est une trilogie, c'est bien de se dire que je peux finir une saga cette année. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Suivant. J'ai noté les contes de Laura, du sang à l'esprit de Luna Arnold chez Nessian. Alors moi, le dernier Nessian, je l'ai pas fini, donc je suis pas sûre d'y aller. Mais on vous dit, les grands auras sont sans pitié. L'aura est l'essence créatrice, une énergie qui pousse les marées autant qu'elle fait battre le cœur des êtres. Dans la vallée du vent,
vivent des créatures enviées capables de moduler cette essence en dons prodigieux, les Vikas. Yuna est une Vika de l'âme, et comme tous ceux qui possèdent cette aura, elle peut ouvrir la porte des esprits. Tout juste diplômée du sanctuaire, elle quitte ce qu'elle a toujours connu pour rejoindre un bataillon de son royaume. Lorsque le destin la conduit dans celui de l'été, Yuna se retrouve plongée au cœur d'une région aussi instable qu'indocile. Dans cet environnement étranger qu'elle peine à apprivoiser, des disparitions troublantes frappent les Vika, semant l'inquiétude. Tous les indices pointent vers Morvar, le royaume voisin, jadis ennemi, qui semble tisser un sombre dessin. Ça a l'air particulier. Je ne sais pas ce que ça veut dire être une Vika de l'âme. Je ne sais pas ce que c'est que l'aura de l'âme, parce qu'on vous dit contrainte de maîtriser un pouvoir qu'elle peine à comprendre. Yuna réalise que l'aura de l'âme est une bénédiction autant qu'une damnation. Alexandre, je sais pas, le second en commandement, se révèle être le seul capable de l'aider à dompter les ténèbres qui sommeillent en elle. Ça a l'air pas mal, mais ça a l'air un peu complexe au niveau du résumé. Faut voir comment est tourné l'univers, en fait. Faut voir que... Non, c'est Vika, V-I, V-I-K-A, en plus. Donc non. Non. En vrai, je crois que c'est 5 en tout, mais je sais pas si à partir du 4, c'est une suite ou un préquel. Ah oui, je sais pas. Ouais. 5 tomes pour Light Lark, Annonce de l'Humaine, et l'autrice un tome 4 qui sera la suite directe du 3, et l'autre un livre très spécial pour les femmes... Ok, bon, bah écoutez, on verra. On verra. Bon, en tout cas, on n'a pas fini. Ça, c'est sûr. On n'a pas fini de faire des sorties, les gars. Hein. Ça, c'est sûr. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté ? The Half King de Melissa Landers, c'est chez Calix. J'aime pas trop les livres Calix, je trouve que leur qualité est pas folle. Des fois, tu l'as en broché, c'est mieux. Souvent, je prends les brochés. On vous dit comme chaque deuxième né de famille noble, Cerise Solon est promise à la déesse et vouée à devenir oracle. Envoyée à la cour, elle se retrouve plongée dans un monde d'intrigues où les sourires de façade cachent de sombres dessins et sur lequel règne sa majesté Kian Hannibal Mortara. Il s'appelle Hannibal, quoi. Le roi maudit. Ils font plus les brochets, ça c'est très nul. Donc la majesté Kian Hannibal Mortara, le roi maudit. Rapidement, Cerise comprend qu'on la prend pour l'élu de la prophétie, celle qui rompra la malédiction. Car le jour de son 21e anniversaire, si proche, le souverain disparaîtra dans les ombres pour toujours. Mais il y a un problème, Cerise n'a aucun pouvoir. Voilà. Voilà. Bon, apparemment, en effet, il n'y a que des reliés, donc c'est triste. Bon, ça me saoule. Ça me saoule. Après, il a l'air très beau, celui-ci, par rapport à d'autres qui étaient vraiment moches chez Calix. Celui-ci, au moins, a l'air beau. Voilà, si ça peut nous consoler. Celui-ci, au moins, a l'air beau. C'est déjà ça. Ensuite, je vous ai mis un truc que je ne vais pas forcément lire. Mais parce que ça rapporte moins, Mayela, les brochets. C'est pour ça qu'ils arrêtent de faire des brochets, ça rapporte moins que les reliés. Il y a moins de marge sur un brochet que sur un relié. Ensuite... La prof de Frida McFadden, donc après, je crois que c'est après la femme de ménage. C'est pas elle la femme de ménage? Attends, je dis peut-être des bêtises. C'est pas elle la femme de ménage? Si. On est d'accord? Si. Après la femme de ménage, je sais plus quoi de la femme de ménage. La psy, moi j'ai acheté la psy l'an dernier, que j'ai toujours pas lu. Bah maintenant on a la prof, elle va faire tous les corps de métier, cette autrice. Leçon numéro 1, ne faites confiance à personne. Eve a une belle vie, elle se lève tous les jours, reçoit un baiser de son mari Nate et part enseigner les mathématiques à l'école secondaire locale. Tout est comme il se doit, sauf... L'année dernière, Caseham High a été secouée par un scandale avec une élève, Addie, en son centre. Et cette année, Eve est consternée de trouver la fille dans sa classe. On ne peut pas faire confiance à Addie, elle ment, elle fait du mal aux gens, elle détruit des vies. Du moins, c'est ce que tout le monde dit. Mais personne ne connaît la vraie Addie, personne ne connaît les secrets qui pourraient la détruire, et Addie fera tout pour le garder silencieux. Non mais attends, elle est quand même en école secondaire, c'est une gamine quoi. Et on vous dit, elle nous livre une histoire de secrets tordus et de vengeance. Donc je ne sais pas. Du coup voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous allez le lire. Suivant. The Wind Weaver, c'est chez Hugo Roman dans leur collection Romaine Tessie de Julie Johnson. Alors attendez, parce que j'ai pas préparé le truc. Hop. Celui-ci me dit bien, mais comme la plupart des romans de la collection Romaine Tessie, on va pas se mentir, on vous dit Anwin, déchirée par la guerre, est en proie à la peur de la magie. Les halflings, oui c'est ça, comme Rhea Fleetwood, sont tués à vue. Mais l'exécution de Rhea est interrompue par un sauveur inattendu, bien plus terrifiant que ses tueurs potentiels. Le mystérieux et mercenaire commandant Sith,
C'est ça, commandant Sid. Mais franchement, ils savent pas mettre des majuscules dans ce résumé. C'est pas possible. Entre les griffes de ce nouvel ennemi, Ria se retrouve à lutter pour sa vie dans les étendues arides des terres du Nord. Pourtant, plus elle s'éloigne de chez elle, plus elle apprend que rien n'est ce qu'il semble être, ni son redoutable ravisseur, ni le fléau qui ravage son royaume moribond, ni même elle-même. Car Ria n'est pas une halfling ordinaire, l'étrange tache de naissance sur sa poitrine. Ah! Et le vent qu'elle appelle instinctivement signifie qu'elle est un vestige. Au secours, je me suis fait attaquer par Tayo. L'une des 4 âmes dispersées à travers Anduin, destinée à restaurer l'équilibre de la magie, ou à mourir en essayant. Mais maîtriser le pouvoir qui est en elle n'est qu'un début. Ça va mon ange? Nous avons Tayo qui nous fait le bonheur d'apparaître. Non, pas de harnais, il est gentil aujourd'hui, hein, t'es gentil. Ouais, t'es un beau petit chat. Mais tu sais que c'est pas encore l'heure de manger là. Hein? Franchement, il est plutôt sage ces derniers temps, ouais. Attends, je t'ai brossé hier, comment je peux voir du poil voler partout, mon cœur? Comment ça se fait? Faut que je te brosse tous les jours. Non mais sérieusement, mais... Regarde-moi ça. J'ai des poignées de poils. Oh, mais moi je suis d'accord. Les roux, c'est ceux qui font le plus de bêtises. Mais tu vois, Luna, je ferais jamais ça avec elle. Impossible. Je me serais déjà fait tuer en faisant ça. Alors que lui... Ah, t'es mon bébé. Oh oui, t'es mon bébé. Je suis désolée, c'est l'heure du câlin, pause. Bon, on y va, on peut continuer, monsieur? Ok. Alors, suivant. Ah oui, c'est vrai, le tome 7 de Comment Eliana a survécu au manoir Whitney qui sort. Je suis trop contente. J'ai pas encore lu le tome 6. Mais parce que je savais que le tome 7 allait arriver. Donc en fait, je pense que je vais les lire dans la foulée et vous refaire un avis sur la saga que j'aime beaucoup. Voilà. Je pense que ça va être à toi si tu veux le lire. Tu veux bien? Ok. Voilà, c'était juste pour vous le dire rapidement. Ensuite, il y a aussi le tome 3 de L'Impérieux Destin du Dr Elise de Minnie et Yuin. C'est chez Kotun, hein, tout ça. J'avais beaucoup aimé le tome 1, mais parce qu'en fait, Elise, c'est moi. C'est-à-dire que c'est une impératrice médecin. C'est trop drôle, non? Enfin, étant donné que moi, je suis aussi l'impératrice, je trouve ça très drôle qu'elle soit à la fois impératrice et médecin. Et en fait, elle est impératrice, elle a eu une vie de médecin, et là, elle s'est réincarnée dans son rôle d'impératrice, mais elle a gardé ses facultés de médecin, de chirurgien d'ailleurs, elle n'est pas forcément comme moi. Mais tu vois, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a? Je m'occupe pas de toi, mais je fais ce que je peux. Relou. Ah, t'es un relou. Ouais. Suivant. Victor, il m'a dit qu'hier, il a dû arrêter son live pendant 5 minutes pour le câliner. Je te jure. Mon vœu le plus sincère, pareil, il y a le tome 5 de Kiri qui sort chez Kotun. Je suis désolée. Voilà. Qui sort chez Kotun et du coup... Je sais plus où j'en suis par contre, dans mon vœu le plus sincère. J'avais vu Kiri pas la Japan Expo ou ça? Peut-être Montreuil, je sais plus. Bon, en tout cas, si, Montreuil, t'as raison. Si, c'était Montreuil. Merci Léa. J'avais trop aimé cette rencontre, elle est trop rigolote, elle est trop gentille. Et oui, c'était avec la rencontre de Suol aussi, ouais, tout à fait. Et bah du coup, j'ai très envie de continuer cette saga avec des génies. C'est très chouette. C'est très chouette. Suivant! La captive de Dunkelstadt de Magali Lefebvre chez Château d'Âme. C'est un roman qui est déjà sorti et que j'ai oublié de vous sortir. Du coup, je vais vous mettre en pause et j'arrive. Voilà. Alors, je savais que je l'avais. Il est sorti chez Fleur d'Absinthe à la base. Et pour vous donner une idée, chez Fleur d'Absinthe, il était aussi gros que ça. Donc, je sais pas s'il fait plus de pages chez Château d'Âme. Mais moi, j'avais été étonnée en fait quand je l'avais reçu. Et du coup, il était sorti chez Noir d'Absinthe. Mais Noir d'Absinthe a fermé, hein, la maison d'édition. Je sais pas si vous le savez. Ça a fermé. Et du coup, bah là, c'est bien que l'autrice ait pu le republier ailleurs. C'est super chouette. Je sais pas s'il a été retravaillé, s'il a été changé. Par contre, j'en sais rien. Moi, du coup, je l'ai comme ça. Et est-ce que c'est le même résumé? Hey, attends, on va regarder, tiens. On va regarder... Parce que j'ai pas encore regardé la différence.
Non, ça n'est pas la même, enfin ça n'est pas le même résumé, heureusement. Mais du coup, pour Château d'Âme, on vous dit une sombre malédiction pour une belle histoire d'amour. Émile Dupontel, jeune homme fraîchement diplômé, souhaite finir en beauté son tour d'Europe avant de se lancer dans sa carrière de notaire et de se fiancer. Amateur de frissons, il choisit la ville de Dunkelstadt et plus particulièrement le château de Wolfenschloss. Un monument aussi majestueux qu'énigmatique. Son architecture qui semble tout droit sortie d'un sombre conte de fées nourrit légendes et superstitions. Mais dans ce lieu où l'ombre semble se confondre avec la lumière, Émile n'avait pas imaginé que son aventure se transformerait en une rencontre envoûtante. Au fil des jours, il se laisse captiver par Katharina, une jeune femme à la beauté froide et mystérieuse, prisonnière de cet édifice où chaque pierre semble murmurer des secrets oubliés. Ouais, ici aussi, hein. Beauté sibylline recluse entre les murs d'un édifice qui attend à compter. Malgré les apparitions glaçantes et les murmures des spectres qui hantent les couloirs, Émile est bien décidé à percer les ténèbres de Dunkelstadt, un château dont il aurait peut-être été plus prudent de garder les portes fermées. Ça a l'air pas mal. Par contre, je sais pas combien il... Alors, il coûte 20... Alors... Je vais critiquer un peu, mais il coûte 22,95 €. Après, l'écrin est très beau, hein. C'est du relié. Le jaspage est très beau. Mais... Du coup, je vous le cache pas, on est sur le site édition Château d'Âme, c'est dans mon truc, mais vous le voyez là-haut. Et du coup, 22,95 € parce qu'il va être très très beau, hein, je ne dis pas. Relié, jaspage, magnifique. Sauf que je vous le montre pour que vous montrez que je dis pas de bêtises. 208 pages, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Mais suis-je la seule à trouver ça cher? Mais ouais, je trouve ça très cher. Pour un livre aussi petit. Bon, voilà, c'est tout. C'était le petit truc. J'ai pas envie de le descendre parce que je pense qu'il est très très bien. Franchement, c'est un... Pour moi, tu vois, le fait que ça ait été édité chez Noir d'Absinthe, Fleur d'Absinthe ici, pour moi, c'est un gage de qualité parce que je connais les personnes qui tenaient cette maison d'édition et ce sont vraiment des personnes très... très intéressante d'ailleurs et très impliquée. Donc bah moi je m'en fous. Je l'ai comme ça me va très bien. Voilà. Ça me va très bien. Suivant. Serment millénaire de Rose Castel, je pense. Et c'est dans la collection Romantasy de Nisha, etc. Alors attends. Celui-ci, je me souviens plus du tout du résumé, tiens. Je l'ai vu hier, mais j'ai oublié. On vous dit, dans un monde où la magie a presque été éradiquée, Ciara est la sorcière impériale, l'arme la plus redoutable qui soit. Contrainte de se plier à la volonté de l'impératrice, elle lutte contre un pouvoir dévastateur qui lui a déjà trop coûté. Dans un monde où l'honneur détermine la valeur d'un homme, Aidan, fils d'un traître, est résolu à redorer son blason familial. Lorsque l'impératrice décide de s'emparer d'une puissance ancienne que seule Ciara est en mesure d'éveiller, Aidan et elle y voient l'opportunité de conquérir leur liberté. Même si cela implique de voyager côte à côte et de raviver leurs blessures, leurs fantômes et leurs émotions. Ouais, il m'attire pas plus que ça. Hein. Genre, il a l'air pas mal, mais c'est pas celui vers lequel je vais me tourner tout de suite. Genre, je vais attendre forcément des avis pour celui-ci. Ensuite... Les Flammes de la Révolte, le tome 1, donc c'est L'ombre du faucon de Virginie Descamps, c'est chez Lost Kingdom. Pour le coup, j'imagine qu'il sort en relié et en brochet. Alors, qu'est-ce que je vous ai mis comme... J'ai dû vous mettre la couverture. Non, il sort en brochet de ce que je vois. Je vous ai mis la couverture du format Kindle, qui est notée par le format Kindle parce que c'est la seule que j'ai. C'est noté brochet 22 €, 21,99 pour le 23 avril. Bon, à voir. On vous dit 1652, royaume de France. Après 5 années enfermée dans un couvent chapenois, la jeune Ève de Broye, issue de la petite noblesse, est envoyée à Bordeaux pour épouser le duc d'Aquitaine. Haut noble du royaume, détenteur d'une magie élémentaire, celui-ci a de quoi l'inquiéter et la déstabiliser. Mais quelle n'est pas sa surprise de découvrir que son futur époux est ce compagnon de jeu de son enfance. Cependant, Alcide n'a plus rien à voir avec l'adolescent d'autrefois. Abîmé par la vie, infirme à la suite d'une blessure dont il refuse de parler, il cache bien des secrets et ceci risque de mettre la vie d'Ève en danger. Simple mage animalière, la voici propulsée au cœur des intrigues des grands nobles du royaume. Sera-t-elle prête en tant qu'épouse d'un rival de sa majesté à affronter la vindicte royale et la défiance du Coven? Franchement,
J'aime bien, ça m'attire trop celui-là, tu vois. Franchement, celui-ci, il m'attire bien. Celui-ci, il m'attire bien. Je pense que je vais... Soit je vais craquer, soit je vais voir. Tu vois, ah, celui-ci... De toute façon, les Lost Kingdom, à chaque fois, je suis d'accord, hein, à chaque fois, c'est ceux qui m'attirent le plus, hein. Les Lost Kingdom, en général, chez Bookmark, et c'est dommage, parce que quand t'es partenaire avec Bookmark, t'as pas accès au Lost Kingdom. Je pense que, sincèrement, le partenariat avec Bookmark, ils sont très gentils et tout, hein, franchement, c'est des amours, mais ils nous proposent les livres que je veux le moins. Donc, je pense que je le ferai pas l'an prochain. Enfin, je le ferai pas. Je ne postulerai pas pour le refaire l'an prochain parce que la plupart du temps, ça m'intéresse beaucoup moins que les Lost Kingdom. Et en fait, comme les Lost Kingdom, ils participent au partenariat ponctuel, bah, je pense que je tenterai ma chance de temps en temps en partenariat ponctuel, puis c'est tout. Si c'est ok, bah tant mieux. Puis si c'est pas ok, je ferai comme d'habitude, c'est-à-dire que je les achèterai comme je fais actuellement. Et puis voilà. Et puis voilà, suivant. Le mage sans visage, donc les légendes de je sais plus quoi, j'arrive pas à lire. Les légendes d'Abreya, très exactement. Le tome 1, c'est de Kenley Davidson chez Lost Kingdom. On vous dit, il la protégera à tout prix jusqu'à ce qu'elle devienne sa prochaine cible. Franchement, la phrase d'accroche pour moi, elle marche trop bien. Les priorités de Leisa étaient simples, défendre la princesse, dissimuler sa magie et attendre le retour de sa famille. Mais tout bascule le jour où son roi lui ordonne d'utiliser son don unique pour espionner le royaume rival de Garrymore. Elle se retrouve seule, loin de chez elle, et le mensonge qu'elle doit entretenir devient plus dangereux de jour en jour. Et sa mission se complique encore plus lorsqu'elle croise le chemin de son ennemi le plus redoutable, un assassin masqué surnommé le Corbeau. Sa funeste réputation le précède dans les 5 trônes, pourtant il n'est pas tel que Leisa l'imaginait. Aussi silencieux que létal, il éveille autant sa curiosité que sa peur, et cache des secrets qu'elle est bien déterminée à découvrir. Mais lorsque sa mission déjà délicate prend une tournure mortelle, Leisa devra trouver un moyen de lui échapper. Même si personne n'y est jamais parvenu, elle n'est pas du genre à renoncer. Car si elle ne devient pas la première à réussir cet exploit, son royaume tout entier en paiera le prix avec son sang. Il me fait trop envie celui-ci. Il me fait trop envie aussi, c'est vraiment une catastrophe. Hein. C'est vraiment une catastrophe. C'est compliqué, mais ouais, les 2 Lost Kingdom là, ce mois-ci ça va être dur pour moi. Ce mois-ci ça va être dur de résister pour moi. Suivant, franchement il en reste 5 je crois. L'âme noire de Isla Daven, donc c'est Wensridge Academy, le tome 1 chez Moonlight. Dans cette histoire, on vous dit, rares sont ceux qui obtiennent une seconde chance. Moi, je me suis vue offrir une seconde vie. Après avoir passé des années à pourrir dans une cellule où j'ai été battue, malmenée, couverte de plaies et d'échymoses, j'ai fini par être brûlée vive. Cependant, ils n'ont jamais réussi à me briser. Lorsque, contre toute attente, je suis ramenée 10 ans en arrière avant ma détention, je pense avoir une nouvelle chance, mais ce n'est que pour retrouver un enfer que je ne connais que trop bien, la Wensridge Academy, un lieu qui n'évoque pour moi que douleur et tourment. Sauf que cette fois-ci, je vais briser le cycle de malheur et avec lui tous les responsables de mes souffrances, de ma mort. Je récupérerai la vie qui aurait toujours dû être la mienne et je n'hésiterai pas à faire tomber quelques têtes au passage. En vrai, ça a l'air très webtoonesque. On est tout à fait d'accord, je viens d'inventer un nouveau truc, mais ça fait très webtoon. Moi, je dirais pas forcément. J'en ai d'autres comme ça, mais il a l'air très très chouette. Il a l'air très très chouette et Sarah, si t'y vas, on attend ton avis. Suivant. A witch, comment on dirait? A witch's guide to fake dating a demon. Demon. Bref, de Sarah Holley, chez Rajo, et c'est leur collection New Adult. Je sais pas si vous connaissez, mais Rajo se diversifie aussi. Alors, A Witch's Guide. Franchement, ça a l'air très drôle. Franchement, je vais vous lire le résumé, vous allez voir, ça a l'air très drôle. On vous dit... Marielle est une sorcière à qui les étoiles ont prédit dès sa naissance un destin fabuleux. Mais jusque-là, ses tentatives de magie se terminent généralement en catastrophe. Lorsqu'elle invoque le célèbre démon Ozroth l'impitoyable à la place d'un paquet de farine, imagine l'erreur. Tu veux faire des crêpes, des gaufres. Tu invoques un paquet de farine, t'as un démon qui arrive. T'es con, tu vois, vraiment t'es con. Donc lorsqu'elle invoque le célèbre démon Ozroth l'impitoyable à la place d'un paquet de farine, elle désespère. Surtout que le démon est bien décidé à rester avec elle jusqu'à ce qu'elle accepte de céder son âme. La mère de Marielle débarque chez elle et la sorcière est obligée de prétendre qu'Ozroth est son petit ami. Pour ne rien arranger, elle ne peut s'empêcher d'être de plus en plus attirée par lui. C'est du fake dating, évidemment que je le veux. Franchement, je le veux trop. Ça a l'air trop bien. Et combien il coûte ?
Combien il coûte? Alors, attends. Pam, pam, pam. Il coûte 19,90 €. Voilà. Donc, ça reste correct pour 416 pages. Maintenant, je trouve. Ensuite, j'ai noté Sous la brume de Yann Bécu, c'est chez HSN, donc L'homme sans nom. Vous l'avez vu, L'homme sans nom reprend du service, ils reviennent avec des nouvelles parutions. J'ai reçu Passer sans silence ici, que je vais lire bientôt. Et du coup, il y aura Sous la brume aussi en avril. On vous dit, imaginez une technologie capable de repêcher des sons dans les objets du passé. Trop intéressant. Le papyrus Jarf recracherait des pistes audio millénaires entre Toura et Gizeh. On entendrait les voix des Égyptiens chargés d'alimenter en pierre la future pyramide de Khéops. Les céramiques mycéniennes nous ouvriraient les portes dérobées de la Grèce antique. Des pans entiers de l'histoire romaine jailliraient des innombrables poteries samiennes. Quel latin ont parlé les Romains du 1er siècle avant notre ère? Qu'a chanté le petit peuple au sujet d'Antoine et Cléopâtre? Qu'ont murmuré les potiers de Pompéi juste avant l'éruption du Vésuve? Où qu'on se penche, les possibilités seraient prodigieuses. En 2090, cette technologie existe, elle se nomme Poséidon et elle cache un terrible secret. Évidemment que je vais le lire, il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien, la couverture, oui, je la trouve très bien. Et je vous dis là, ils ont repris du service, ça a l'air vraiment chouette. Hop. Moi j'ai reçu celui-ci là, cette semaine, vraiment, il n'y a pas longtemps. Tu vois, il est petit mais efficace, on est sur la maladie d'Alzheimer mais différente. Ça a l'air très chouette. Voilà, tout a l'air très intéressant. Là, je pense qu'on va voir passer L'homme sans nom ces prochains temps et ça va être cool. Ça va être cool. Allez, encore 3 sorties. Les moires de Rosie Garland chez Sabran. Celui-ci me fait plus envie que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci, il a su retenir un peu mon attention. On vous dit, avant les dieux et les mortels étaient les moires. Il y a plusieurs éternités, 3 sœurs sont nées du sein ténébreux de la déesse Nyx afin de tisser le destin des êtres humains. Dans un lieu hors du temps, Cloto, Lachesis et Atropos observent, immuables, tandis que les frêles mortels arpentent le chemin qu'elles leur ont tracé. Depuis le mont Olympe, les dieux jaloux et capricieux règnent sur la terre. Lorsque Zeus, le plus puissant d'entre eux, s'en prend aux héros Atalante et Méléagre, il bouscule le plan millénaire des moires. Dès lors, il faudra toute la concorde des 3 sœurs pour venir en aide à leurs protégés et combattre l'emprise des dieux. À moins que le destin lui-même n'en ait décidé autrement. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien, il me tente de fou, c'est Sabran. Moi, tu vois, je dis pas trop... les deux Saxus, j'aime bien, mais pas toujours. Par contre, quand c'est Sabran, ça marche à tous les coups. Et c'est toujours particulier. C'est toujours très particulier les Sabrans. Moi, je commence à cerner un peu leur ligne éditoriale et c'est exactement ce que j'aime lire chez eux. Ah, vraiment. Donc, je sais pas s'ils vont me le proposer en service presse, mais dans tous les cas, je veux le découvrir. Il me dit trop. Ensuite, j'ai noté aussi, chez De Sexus, La traversée des damnés de Frances White. Et ici, alors... Hop. Ici, on vous dit... Il n'y a pas besoin d'une bénédiction pour être un miracle. À Concordia, une paix millénaire règne entre les 12 provinces. Provinces, chacune dirigée par un élu, symbole de fierté et incarnation de la magie de la déesse. Déesse qui leur a octroyé une bénédiction, un mystérieux pouvoir secret propre à chaque héritier. Héritiers qui se réunissent à bord de l'aube du dragon pour une traversée rituelle, promesse d'une paix renouvelée. La première nuit tombe, et dans ses plus sombres recoins, un corps est découvert, puis un deuxième, puis un troisième. Les cadavres s'amoncellent, signe d'une harmonie fragilisée depuis longtemps. Les élus se méfient, se soupçonnent, se haïssent, mais un seul d'entre eux s'avérera capable de faire la lumière sur les obscures machinations à l'œuvre. Déprécié par tous et sans l'once d'une bénédiction, le facétieux Ganymède Picero est pourtant prêt à tout pour faire éclater la vérité et protéger l'empire de sa ruine. Il m'intéresse pas du tout, je suis trop perdue dans le résumé. Déjà. C'est quoi, hein? Pourtant, j'ai pas l'impression d'être stupide, mais c'est difficile. Coucou de bisous, comment ça va? Ouais, c'est ça, Beyond the Sea, c'est too much. Et ça m'intéresse pas. Il m'intéresse pas du tout. Bizarrement. C'est... voilà. Et le dernier, que j'ai noté. Celui-ci m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas encore fini la saga. Je suis pas à jour.
Je suis pas à jour, j'ai lu que les 2 premiers, mais... Il y a les chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 4, La nuit du Tengu, de Camille Monceau, qui sort chez Gallimard Jeunesse. Je vous en ai déjà parlé. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques années, quand est sorti le tome 1, qui est sorti en 2020. Le tome 1 est sorti en 2020. Et je pense qu'il a souffert du Covid parce qu'on l'a pas tant vu que ça, alors que les gars, c'est tellement une saga incroyable. C'est super. Voilà. On vous dit, enfant abandonné, Ichiro est élevé comme un fils par un mystérieux samouraï qui lui enseigne la voie du sabre. Vivant reclus dans les montagnes, au cœur d'une nature sauvage, il grandit au rythme des saisons, entre une insouciance bienheureuse et un apprentissage qui exige persévérance et courage. Mais par une nuit terrible, Ichiro d'ailleurs, voit sa vie basculer. Il doit tourner le dos à son enfance pour affronter le monde et son destin. J'ai adoré ce tome 1. Je crois que j'ai lu le tome 2. Attends. J'ai lu le tome 2, mais je m'en souviens beaucoup moins que le tome 1. Tu vois, autant le tome 1, il m'a laissé un sacré souvenir. Autant le tome 2, et ils ont tous une couleur différente. Le tome 1 est bleu, vous voyez, le tome 4 est jaune. Le tome 2, il est rouge et le tome 3 est vert. Voilà. Mais, ouais, le tome 2, je m'en souviens plus tant que ça. Mais du coup, je suis pas prête à lire le tome 3. Et du coup, le tome 4 sort. Ça va être compliqué. En tout cas, voilà, pour les sorties littéraires, on va arrêter la vidéo YouTube par ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce bleu avec Victor qui ramène Taillot par ici. Un tout petit qui arrive. Il nous a déjà fait de masque câlin, je te jure. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.